Bonjour chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir lancé l'écoute de cet épisode. Avant de commencer l'interview, je voulais du coup faire une petite précision. En fait, durant l'enregistrement du coup de l'épisode, il y avait des travaux à l'extérieur de la maison de mon invité, donc c'était malgré elle. Du coup, vous entendrez quelques bruits de fond. En fait, à certains moments, ça tape un peu en fond sonore. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour couvrir ces sons. J'espère que ça ne gênera pas trop votre écoute. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir lancé l'écoute de cet épisode. Et je vous remercie également pour votre compréhension. Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Délaïde à mon micro. Bonjour Délaïde, comment tu vas? Bonjour Nicolas, ça va, Ça merci va? et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode à distance, puisque Délaïde est actuellement à Mayotte et moi en Île-de-France. Que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors je suis Délaïde, je vis à Mayotte, je fais beaucoup de choses. Alors j'ai fait des études de marketing puis dans la distribution et en fait après quand j'ai fini, j'étais en alternance dans une boîte de distribution et ça ne me convenait plus. Ça faisait presque 2 ans que j'y étais entre stage et alternance. Et finalement, bon, ça ne me convenait déjà plus et il y a un projet en parallèle qu'on a monté, en famille avec mes parents et mon conjoint. Heu, on a ouvert un lieu de vie et d'accueil, à Mayotte et du coup maintenant je suis, travailleuse sociale pour la protection de l'enfance à Mayotte. Ça fait combien de temps que tu gères celui de vie? 2 ans, tout pile poil, au mois de juin là. En tout, combien de temps as-tu passé à Mayotte? Alors, je suis née, j'ai grandi ici jusqu'à, mes 17 ans. Ensuite, je suis partie vivre 7 ans en métropole. Du coup, pour mes études, j'ai commencé un petit peu à travailler. Et puis, ça fait 2 ans du coup que je suis rentrée. Et quels sont les éléments caractéristiques de la vie à Mayotte pour toi? C'est-à-dire par rapport à quoi? Tu devais définir, disons, le mode de vie à Mayotte en trois thématiques ou trois exemples de ton quotidien. Qu'est-ce qui te vient à l'idée? De mon quotidien, caractéristique de la vie à Mayotte, c'est le lagon, c'est la vue sur le lagon. H20, tout, partout, où qu'on soit, en fait, on a dans quasiment tous nos villages, en fait, sont du coup sur la côte. Et en fait, peu importe où on a une vue incroyable sur le lagon. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve, qui caractérise bien Mayotte et qui, moi, me manquait énormément quand j'étais en métropole, en fait, parce que j'étais vraiment habituée à ça. Donc, en fait, c'est plutôt l'environnement dans lequel on est. T'as la vue sur le lagon depuis chez toi? Ouais. Oui, on a un des plus grands lagons du monde. J'imagine on peut s'y baigner, enfin il y a toute une faune, on peut faire de la plongée et tout? Enfin, comment ça se passe? Donc ouais, on a une biodiversité magnifique, très particulière aussi, qui est encore là, qui est encore présente et qu'on essaye de préserver tant bien que mal. Et qui ouais, fait de Mayotte un beau petit bijou au milieu de l'océan Indien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes à Mayotte, en plus du lagon? J'ai un sentiment de simplicité de la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, hein. C'est petit, c'est accessible aussi. C'est accessible. Après, il y a beaucoup de choses à construire encore pour rendre du coup encore plus de choses accessibles. Mais c'est la proximité. C'est pas énorme. On se connaît tous entre nous presque. J'exagère, hein. Mais dans les zones, dans les régions, ouais, au nord, à peu près, enfin, dans les communes, par exemple, on se connaît à peu près, on sait qui est l'enfant de qui, etc. Et je sais pas, il y a cette proximité aussi, en fait, qui fait que
bah, c'est plus convivial, on se connaît et puis, bah, le contact humain est plus facile. Le contact humain est plus facile plutôt quand on est dans des grandes villes où, bah, du coup, il y a tellement de personnes, les gens ne se connaissent pas forcément. Et cette proximité, elle est importante du coup pour toi? Ouais. Tu m'as dit, voilà, donc tu étais partie en Hexagone, donc c'était pour quelle raison? Pour mes études, du coup, pour poursuivre, mes études supérieures. T'as fait quoi comme parcours? Alors, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Euh, Ensuite, j'ai fait un bachelor marketing et vente que j'ai fait à distance, en fait. Et en parallèle, j'étais agent de communication sportive dans un comité de handball. Quand j'ai fini mon bachelor, en fait, bon, j'aimais beaucoup tout ce qui était marketing distribution, mais le monde de la communication, je voulais voir un petit peu me spécialiser dans autre chose. Donc, à l'époque aussi, j'avais aussi un projet de création de marque de cosmétiques et qui m'a emmené à intégrer un master logistique et distribution à Clermont, qui est donc j'ai fait mon master, j'ai fini avec le master qui est devenu master management des entreprises sectorielles plus tard. Ok, d'accord, très bien. Donc un beau parcours académique. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée en Hexagone? La solitude et le dépaysement, c'était horrible. C'était horrible. Ma première... Alors, je me rappellerai, c'était il y a très longtemps, mais je me rappellerai tout. Je me rappellerai toute ma vie, de toutes les nuits où j'ai pleuré. Je vais rentrer chez moi. Je veux rentrer. C'était la première année est très dure en fait. On est préparé sans vraiment être préparé. On idéalise un petit peu ce côté de partir. On quitte la maison familiale, on part à l'aventure. Moi, j'ai un côté très aventurier. Et pourtant, je me suis retrouvée en fait dans un environnement qui était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de connaître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Mayotte, il y a beaucoup cette proximité en fait, où bah, du coup, on se connaît à peu près, on connaît. Si je vais dans un village et qu'il y a des personnes âgées, automatiquement, en fait, nous, on a une formule de politesse pour s'adresser aux personnes âgées, en fait. Il n'y avait pas ça, en fait, de contact, en fait, avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et si ça n'avait pas forcément, même si la personne, tu la connais pas forcément, t'es dans un petit village, tu croises des personnes âgées, oui. Ou même, on peut avoir une personne du même âge qui, voilà, on se connaît pas, mais on se salue, il n'y a pas de souci, en fait. Et il n'y a pas ça forcément en métropole. Et donc, en fait, ce contact humain, cette proximité avec les gens, etc., il n'y avait pas ça. La chaleur me manquait beaucoup. Ah non, non, moi, je suis pas, je suis une fille des îles, moi, je suis pas. Le froid, c'est pas pour moi. J'ai été traumatisée. Chaque année, je me disais, mais non, je peux pas avoir plus froid que ça. L'année d'après, j'avais froid. L'année d'après, j'avais froid. C'était, oh là là, j'ai été traumatisée. Ah non, mais le summum du summum, c'était à Aurillac. J'ai vécu ma dernière année à Aurillac. Non, mais alors, C'est où Aurillac? c'est au centre, en fait. C'est à 2 heures de Clermont. Mais du coup, bah, il paraît que c'est la ville la plus froide de France et je suis une survivante. Je peux témoigner que j'allais au travail avec des sous-vêtements de ski sous mes vêtements. Non, mais c'est... Non, mais je dis, moi, je suis une fille des îles. C'est pas fait pour moi, le froid. Ouais, t'avais investi dans les vêtements pour te tenir chaud, quoi. Ah, mais j'avais pas le choix. Ah, j'avais pas le choix. En plus, il y a plusieurs gammes, du coup, là où j'avais acheté des sous-vêtements de ski, il y avait plusieurs gammes. J'avais pris le top du top, le truc qui te tient bien, le plus chaud du chaud. J'avais demandé c'est quoi le plus chaud? Qu'est-ce qui peut vraiment me tenir chaud? On m'a dit soulagé, très bien, donnez-moi ça. Enfin, ça t'a tenu chaud, du coup? À peu près. Je me rappelle, je suis arrivée à Aurillac en septembre. Et c'est pas, il y a un de mes collègues qui me dit tu as déjà froid? Ma pauvre, on n'est pas en février. Je dis attends, parce que là, ça pas de pire. Ouais. Ton seuil de tolérance, c'est quoi? En dessous jusqu'à 10 degrés ou en dessous de 10 degrés? Non, mais je me rappelle même plus. Je me rappelle juste que je marchais, je me disais, mais comment il peut faire froid? Comment est-ce qu'il peut faire aussi froid? C'est quoi ça? Mais vraiment, 7 ans après, j'étais toujours pas habituée au froid. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, hein. Moi, j'étais en manteau dans les bureaux. Ah oui, carrément. Alors qu'il y a le chauffage et tout. J'étais en manteau. Ah non, après.
Ouais, eux, ils étaient en chemise et tout, ils me donnaient froid. Je m'asseyais à côté du chauffage avec mon manteau, mais au bout d'un moment, bon, ça va, on s'habitue à peu près, mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec le froid. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui ont du mal. Après, bon, on grandit dans un climat tropical, hein, enfin, le changement, c'est compliqué. Oui, tu as un choc de température, non, c'est sûr. Tu parlais de la solitude, tout à l'heure. Comment t'as fait pour, bah, du coup, t'adapter à ce nouveau mode de vie et du coup, bah, casser cette solitude et te créer un cercle social aussi? Hem, je dis souvent que ce qui m'a sauvée, c'est la danse, en fait, parce que, à l'IUT où j'étais, il y a, un jeune donc qui faisait de la danse, un autre étudiant et il a proposé à l'IUT, en fait, de donner des cours de danse, dans l'IUT et comme, en fait, la cité universitaire où j'étais était juste à côté, mais vraiment c'était, le bâtiment d'à côté de l'IUT. C'était beaucoup plus facile pour l'accès, en tout cas pour moi. Après, il y avait d'autres étudiants qui vivaient pas forcément à la CTU qui y allaient aussi. Et du coup, en fait, je pense que ça, c'est un truc qui m'a vraiment sauvée parce qu'au début, j'étais toute seule dans ma chambre, je dansais parce que du coup, je faisais déjà de la danse quand j'étais ici. J'ai commencé très jeune et allant là-bas, en fait, ça me permettait de continuer. J'ai continué pendant quelques mois toute seule dans ma chambre, en fait. Et puis, quand j'ai vu l'affiche où il y avait des cours de danse et tout, j'y suis allée. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai commencé à être en contact avec d'autres personnes, à m'ouvrir, en fait, à m'ouvrir aux autres cultures parce que, en plus, la danse m'a permis de vraiment de rencontrer énormément de personnes parce que, bah, c'est une grande communauté, hein, les danseurs, et en plus, ça va très, très vite à l'international aussi. Donc heu, donc voilà, c'est ça qui m'a permis de sortir de ça et en rencontrant d'autres personnes, j'ai découvert d'autres associations, que j'ai intégrées et bon, ça m'a permis, ouais, d'avoir des activités et de côtoyer du monde. OK, et c'était quel type de danse, du coup? Alors j'ai fait du hip-hop et de la dancehall et de la house aussi, puis je me suis mis à la samba, à la kizomba, à la salsa, enfin bref. Ah ouais, d'accord, OK. On peut te mettre partout, quoi. Tu t'adaptes à toutes les ambiances. C'est bien. Exact. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, donc tu m'as dit, du coup, tu as rencontré des gens par rapport à la danse. Est-ce que c'était uniquement des ultramarins ou c'était assez mélangé? C'était très mélangé. Il y a eu, bah, ouais, j'ai rencontré beaucoup de métropolitains, j'ai rencontré des Gabonais, heu, parce que ouais, à Saint-Nazaire, en tout cas dans la cité où j'étais, il y avait une grande communauté gabonaise. J'ai rencontré des Brésiliens, vraiment une communauté, j'ai eu, on avait, parce que du coup par la suite j'ai intégré une compagnie de danse, heu, à Saint-Nazaire, parce que du coup j'habitais à Saint-Nazaire à cette époque-là. Et donc c'était vraiment très riche parce qu'on avait un Japonais, on avait des Brésiliens, donc en fait, ça nous a vraiment ouvert un monde, et des cultures et ça, c'était vraiment génial. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, de côtoyer des gens d'horizons aussi différents? J'ai appris à parler portugais. Ah ouais, trop bien! Ouais, 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 c'est super. En fait, bah, du coup, on avait fait un partage, ouais, un, un le mot m'échappe. En fait, il y avait le directeur de la compagnie de danse dans laquelle j'étais, donc c'était un Brésilien, hem, il avait un ami qui lui avait une compagnie de danse au Brésil et donc il a monté un projet, ils ont monté un projet pour faire venir donc la compagnie de danse, à Saint-Nazaire. Sauf qu'eux, ils ne parlaient pas un mot français ni anglais. Nous, on ne parlait pas portugais. Fallait s'adapter. Fallait s'adapter et en fait, comme, bah, j'ai des bases en espagnol et que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée et je pense le fait de parler, le shimaoré, la langue de Mayotte et français, d'être bilingue en fait, m'a beaucoup aidée déjà en fait à appréhender une autre langue encore. Pendant le temps que tu as passé en Hexagone, comment tu as vécu l'éloignement, du coup, avec, Mayotte? Les premières années étaient très difficiles parce que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, j'étais pas encore majeure. J'ai eu mon bac très jeune, donc même ça, c'était compliqué parce que même pour, peu importe ce que je voulais faire, en fait, il fallait que j'envoie un courrier. Enfin, par exemple, je voulais faire un stage
Il a fallu que l'école envoie un courrier à mes parents à Mayotte, qui signent le document, qui le renvoie pour que je puisse commencer un stage. Enfin, ça a été compliqué. Puis l'éloignement familial, moi je suis l'aînée, j'étais séparée de mes petites sœurs, c'était très compliqué. Euh, et je pense que par la suite, après, je me suis adaptée. J'ai commencé à me dire, ah bah, je suis en train de construire ma vie et j'ai commencé à voir vraiment encore plus loin, avoir envie de découvrir le monde, d'aller ici et là. Puis j'ai essayé de découvrir déjà la France métropolitaine. Donc je suis allée visiter Bordeaux, Nice, Rennes, Paris, Lille. J'ai essayé en tout cas de découvrir le pays malgré le choix. Mais bon, j'y suis allée. D'accord, ok. Et du coup, de toutes les villes que tu as visitées, il y en a une que tu as préférée? J'hésite entre Nice et Bordeaux, D'accord, ok. Parce qu'elles sont dans le sud ou entre autres, entre autres. entre autres? Ok. Bordeaux, non, mais bon, Nice, oui. Enfin, je sais pas, c'est, je pense que ouais, le bord de mer joue. Puis Bordeaux, c'est très ouvert aussi, c'est très joli, c'est sympa aussi. Pendant le temps que tu as passé du coup en Hexagone, comment tu as gardé le lien avec ta culture mahoraise? Même si tu étais du coup loin de l'île. Alors, j'ai pas forcément gardé le lien avec la culture parce que je me rappelle pas avoir participé à des événements culturels. Je me rappelle pas avoir participé à des événements culturels. Forcément. J'essaie de chercher, de creuser dans mes souvenirs, mais il me semble que non, non. Ah, quoique si, quand je suis arrivée à Clermont, quand je me suis installée à Clermont, ouais, il y a eu des événements, mais même en fait, j'y allais, je regardais, j'aimais beaucoup regarder, mais je participais pas forcément. Je participais pas forcément. Mais j'aimais beaucoup voir, j'aimais beaucoup voir le fait que il y en avait qui étaient très 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 attachés aux habits traditionnels et qui, malgré le froid, s'aventuraient à porter des habits aussi ouverts. Vraiment, moi, ça m'a toujours. En hiver et tout, je voyais des jeunes filles en salouva, je me disais, mais elles sont courageuses, hein, parce que c'est un habit qui est ouvert et tout. Ah, Et ok, parce que du coup, dans ton entourage, est-ce qu'il y avait des Mahorais? Enfin, est-ce que tu avais pu rencontrer des Mahorais du coup pendant ta période en Hexagone? j'étais en contact avec mes amis, déjà avec qui j'étais au lycée, qui étaient dans d'autres villes. On avait gardé le contact. J'ai rencontré plus des... Non, pas forcément. Il y en avait avec qui j'étais en contact, mais en fait, les premières années, il y en avait pas beaucoup. C'est quand je suis arrivée à Clermont, où il y a une très forte communauté mahoraise, où là, oui, j'ai été très en contact, oui, avec d'autres Mahorais, du coup. Et j'ai intégré une association étudiante, du coup, mahoraise, qui justement accompagne. L'objectif, c'était d'accompagner les nouveaux arrivants pour justement les aider à s'adapter, etc. Parce que bah, on arrive, c'est pas forcément, enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et tout ça. Tu as joué le rôle un peu de marraine? Oui, oui, oui. Et puis, par rapport à nos études, on avait la possibilité d'accompagner d'autres étudiants pour les aider dans les cours, etc., en fonction de notre domaine d'études. Et du coup, donc au bout de ces 7 ans, pourquoi tu as fait le choix du coup de revenir à Ah, Mayotte? ça a toujours été dans mon projet. Ça a toujours été dans mon projet de revenir à Mayotte. Mais en fait, on s'était dit avec mon conjoint, on se laissait 5 ans en fait pour préparer le retour, tout ça. Et puis finalement, c'est mon père en fait qui a initié le projet du lieu de vie et qui nous a proposé donc de monter ensemble le projet si on souhaite, on souhaite intégrer le projet. Et Comment tu as préparé ce retour à Mayotte? la préparation du retour, moi j'étais enceinte, donc en fait, c'est surtout mon mari et mes parents qui ont géré en fait. Donc sur place, ma mère s'assurait en fait que de réceptionner en fait, il y avait des colis qu'on avait postés pour pouvoir les recevoir en fait, voilà. Donc il s'assurait de réceptionner ces colis et puis nous de notre côté, c'était préparer, vendre,
vendre nos meubles, rendre l'appartement, etc. Et puis, oui, maintenant, après, pour tout ce qui est conteneurs, maintenant, il y a des sociétés qui proposent de venir récupérer directement les affaires, en fait, dans les lieux d'habitation. Donc ça a vraiment, vraiment aidé parce que bah, moi, j'étais pas en état de, de faire un long trajet et mon mari ne se voyait pas non plus bah, me laisser. Euh, parce que du coup, pile, enfin, j'ai accouché, 2 mois après, on est parti. Donc, moi, j'étais avec le petit, on pouvait pas, enfin, ils ne voulaient pas nous laisser pour emmener un camion, pour l'emmener dans une autre ville, tout ça. Donc, en fait, voilà, ça a été top. Et puis, on a bien été entourés pour, par exemple, parce que forcément, quand on rendait l'appartement, ça faisait très longtemps enfin, ça faisait non, ça faisait je sais plus. Il y avait quelques travaux à faire. Et donc, bah, lui, il était tout seul au début, mais on a toujours été très bien entourés. Donc, on a nos amis qui sont venus nous porter secours, clairement, pour, euh, pour la rapidité ouais, que ça demandait. Une fois sur place, comment s'est passé ton retour en termes, bah, du coup, bah, professionnel, au niveau social aussi puisque, voilà, c'était en hexagone, donc peut-être que tu as perdu des liens avec certaines personnes ou pas? Et au niveau, ouais, voilà, familial, enfin, au niveau du retour, voilà, sur ces points-là, comment ça s'est passé de ton côté? Enfin, de votre côté, du coup? D'un point de vue professionnel, il y a pas eu de souci parce qu'en fait, c'était préparé. C'est un projet qui est nôtre. Donc, en fait, la prise de poste, c'était juste fin de congé mat pour moi et puis reprendre le travail. Mais l'immersion, enfin, il n'y a pas eu de soucis particuliers par rapport au, au reste de l'île. C'était un peu plus, c'était différent parce qu'en fait, forcément, ayant vécu 7 ans en métropole, j'ai toujours en fait d'autres habitudes de vie, de rythme de vie, ou même dans la manière en fait de s'habiller culturellement, parce que Mayotte est quand même a une dominance musulmane en fait, la population est majoritairement musulmane. Donc, bah, des fois, moi j'avais l'habitude, mais je suis arrivée, de nouveau choc thermique parce que du coup on revient, on a quitté le froid, on revient, j'ai chaud, je me mets en short. Et là j'ai les gros yeux, genre, non, non, on n'est pas trop en accord avec avec cette manière de s'habiller. Mais après, je comprends parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais en même temps, bah, j'essaye aussi d'expliquer, bah, c'est si mon corps et si j'ai chaud, hein. Au niveau de la famille, c'était un plaisir en fait de se revoir. On a toujours été proches en réalité. Les liens ont toujours été là en fait, même à distance. Avec mes cousines, par exemple, on continuait de beaucoup discuter sur Instagram ou Facebook. On a des groupes famille. Donc en fait, pour celles qui étaient à Mayotte, quand moi je suis arrivée, les liens en fait, tout naturellement se sont renoués en fait, on va dire en physique. À se voir plus, à se revoir, etc. Donc, ouais, il y a pas eu forcément de soucis de ce côté. Tu parlais du coup parce que comme tu avais passé du coup 7 ans en hexagone, tu avais un mode de vie un peu différent par rapport à Mayotte même. Comment tu t'es réadapté du coup au mode de vie à Mayotte après avoir passé tout ce temps en hexagone? C'est complexe parce qu'à Mayotte, il y a une réalité aussi des fois, par exemple, dans certaines administrations. Je suis désolée s'il y en a qui sont pas d'accord, qui vont écouter, qui sont pas forcément d'accord et que ça va heurter, mais c'est une réalité. Dans certaines administrations, en fait, c'est beaucoup par exemple, les administrations publiques, c'est beaucoup C'est le filon qui fonctionne? oui, en quelque sorte. Il y en a il y a beaucoup de personnes dès qu'elles sont à des postes stratégiques vont mettre en fait des membres proches à des postes, alors que des fois il y a des personnes qui sont mises à des postes sans forcément avoir les compétences pour y être. Donc il peut arriver qu'on ait en face de soi une personne avec qui c'est compliqué en fait de travailler. C'est pas une généralité parce que on travaille par exemple avec le service
des impôts. Enfin, je prends ce service-là parce que c'est la dernière fois, c'est le dernier sur lequel, avec qui on a travaillé. Mais on a des interlocuteurs, mais hyper pro, hyper rapides. Enfin, voilà, c'est nickel, c'est professionnel. Voilà, il y a des services où voilà, ça se passe très bien, mais il y en a d'autres, en fait, il y a toujours ce côté on retrouve un peu, bah voilà, un grand manque de communication, de compétences parce que certaines personnes sont à des postes où elles ne devraient pas être. Donc en fait, ça c'est un truc qui est compliqué à Mayotte, à mon sens, hein. Dans tous les cas, ton ressenti et tu as le droit de l'exprimer. Du coup, on arrive bientôt à la fin en fait de notre échange. Moi, j'ai encore quelques questions à te poser. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Déjà le fait qu'on s'intéresse à Mayotte et qu'on puisse parler de Mayotte sans forcément aborder que des points négatifs, en fait. Parce que ouais, il y a des choses qui ne vont pas à Mayotte, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Voilà, il y a d'autres choses dont qu'on aimerait mettre en lumière de Mayotte. Donc ouais, c'est ça, c'est faire découvrir un peu Mayotte. Et puis je pense que il y a des personnes qui sûrement se reconnaîtront dans l'expérience, dans l'éloignement familial, dans la difficulté de se retrouver, dans la difficulté de s'adapter au niveau climat en métropole. Ce genre de choses, enfin, je sais pas, ça peut toujours être bénéfique. Qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en lumière sur Mayotte? Mayotte ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est son potentiel. Mayotte est une île qui a énormément de potentiel et en fait, un potentiel qui n'est pas exploité. Tout est à faire à Mayotte. Vraiment, tout est à créer. Les grands groupes de demain, en fait, c'est maintenant qu'ils doivent se mettre en place. Je suis quand même très contente de voir que bah, depuis que je suis rentrée, il y a beaucoup de jeunes de ma génération, quand j'étais au lycée, et même d'autres plus âgés, qui rentrent. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de rentrer. Il y a eu il y a une grande vague d'ouverture d'entreprises malgré la crise sanitaire qui prouve que bah, les gens ont aussi envie que Mayotte avance. Avant, le problème, c'est que c'était beaucoup de personnes faisaient des études en se disant, et même maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font des études en se disant, je fais mes études et puis je vais chercher du travail. Sauf qu'en fait, on a un stade où il ne faut pas chercher du travail. Il faut créer le travail à Mayotte. On a besoin de créer des grandes entreprises, des grands groupes de demain. Dans le social, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le marketing, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la vente, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la cosmétique, dans toutes les industries à Mayotte, il y a énormément de choses à faire. Dans la formation, mais alors la formation, c'est un chantier, mais gigantesque. C'est un chantier gigantesque. On a besoin de formateurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de personnes qui ont de l'expérience sur le terrain aussi, qui pourront venir former la nouvelle génération à tous ces métiers-là qui n'existent pas forcément à Mayotte ou qui sont encore sous-représentés à Mayotte. Donc voilà, c'est vraiment un cri d'appel à venir construire Mayotte parce qu'en fait, on est dans un cercle vicieux où bah, actuellement, il y a des gros problèmes de violence sur l'île et les personnes ont peur. Les gens ont peur, le système éducatif, on a l'impression qu'il se dégrade. Donc les personnes se disent, bah non, moi je vais emmener mes enfants, je vais aller les élever en métropole ou à La Réunion ou ailleurs. Alors j'aimerais qu'on soit vraiment dans une autre dynamique de se dire, bah, notre système éducatif a de grosses lacunes, il faut qu'on le restructure. Et si tout le monde saute du bateau, en fait, bah, il va brûler, il va continuer de brûler et rien ne sera fait. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera à retourner en fait la situation pour être dans une nouvelle dynamique plus positive avec un système public efficace et avantageux aussi pour la population parce que pour l'instant le ressenti c'est plus dans le sens négatif pour beaucoup. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça dépend en fait de la situation des gens. Ça dépend vraiment de la situation des gens. Donc voilà, il y a tout à faire à Mayotte et il faut aller. On va pas refaire le monde. Il faut juste aller piocher, voir ce qui se fait ailleurs et venir le mettre en place chez nous. Un exemple tout bête, il y a quelques semaines, je voulais une glace à l'italienne. Il faut que je fasse 1 heure de route pour aller à Mamoudou pour manger une glace à l'italienne. Si je veux manger une glace, il faut que je mange les petits cônes industriels là qu'on achète
en petite surface. Mais vraiment des petits trucs comme ça et tellement c'est des détails, hein. C'est des détails. Des fois en métropole, on a envie de manger une glace, bah, on sort et puis, bah, voilà, on a quoi? On a peut-être 5 ou 10 minutes à pied ou de bus ou de tram, j'en sais rien, hein. Mais il y a tout à disposition, il y a vraiment tout à construire et j'encourage vraiment les gens à se dire c'est à nous en fait de construire Mayotte. C'est pas en se disant bah non, moi je m'en vais, je vous laisse vous gérer. En fait, à un moment donné, tout le monde se dira ouais non, moi je suis fatigué, je peux pas faire. C'est pas 10 personnes ne peuvent pas faire le combat de milliers de personnes. C'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à changer cette situation, à revoir les choses. Bah, très bien. Bah, écoute, Delaide, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, pour ta participation à Dumb Talk. Merci beaucoup, voilà, pour ce témoignage et cet appel, en fait, du coup, je pense à la jeunesse mahoraise et aux Mahorais et Mahoraises en général pour que, voilà, ils reviennent sur leur territoire et participent à son développement. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast. N'hésitez pas à commenter et noter l'épisode sur Apple Podcast, ça nous permettra d'avoir davantage de visibilité. Je vous dis à bientôt et bon courage, en lot de soleil et please foss. Merci en tout cas de l'invitation. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir.